Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 22 mai 2025, il est 10h05. Alors pour la petite histoire, j'avais enregistré un market review hier soir avec les événements qui se sont passés et je suis un peu dégoûté parce que franchement je pense que c'était un bon market review. Par contre, j'ai voulu aller un petit peu vite et j'avais pas ouvert mon micro, ce qui fait que bon. Voilà, il faut que je recommence tout. Je vais essayer de me souvenir un peu de quoi je vous ai parlé hier soir parce que je pense qu'il y a des éléments qui méritent qu'on s'arrête un petit peu dessus en termes d'action du prix. Alors, je vais commencer par le Nasdaq parce que j'avais chopé un bon setup hier que je vais vous montrer ici, que j'avais pris sur Prime XBT. Avec, après c'est toujours un peu la même histoire, hein. On attend une prise de liquidité, ensuite un marqueur, ce que certains appellent les empreintes de pied du market making, en tout cas des algorithmes. Et donc j'étais rentré ici à 10 heures précises, donc sur la Silver Bullet de New York. Sur ce breaker, on peut très bien voir ici en 15 secondes, on voit bien que là, ici on a une prise de liquidité, on a un order block qui échoue, là un influx, et cet influx c'est celui de 10 heures, ce que certains appellent les macros, hein. Et là, on voit bien qu'on a eu la création d'une zone de supply, et j'ai pris mes premiers profits ici sur cette FVG H1. Et après, j'ai envoyé un deuxième shot, ici précisément, et là pareil, mon entrée je l'ai faite en 15 secondes sur cet influx. Donc mon entrée elle s'est faite à 10h57 avec comme target cette fois-ci le Previous Daily High. Et j'étais sur TradingView, j'ai vu que voilà le point a été tag. Manque de peau sur Prime XBT, ça s'est pas fait. Je crois que je suis pas le seul à m'être fait avoir, hein, à quelques ticks près. Je n'ai pas été, le broker n'a pas pris de profit sur cette zone. Alors que sur TradingView et sur le CFD de Honda, le job a été fait. Et quand j'ai vu ensuite cette dynamique de prix, je suis sorti sur ce point-là. Voilà. Comme quoi, alors là, c'est pas uniquement les spreads, hein, c'est si on regardait sur Prime XBT, effectivement, cette mèche ici n'a pas tout à fait tag le Previous Daily High, qui était donc ici. Et là, ici, sur Honda, on a bien eu, si je regarde, 21 495, et là, 21 496.5, mais pas sur Prime XBT. Bon, bah tant pis. Le setup était bon en tout cas, donc j'ai pas à regretter quoi que ce soit. Et là, ce qu'on est en train d'observer ici, c'est la création d'un... Je fais pas de chartisme, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut tout de même observer. Je vais mettre sur ce point ce que certains appellent un mégaphone. Alors ça, c'est une structure de prix, c'est une dynamique de prix qui est le reflet de ce qu'on appelle un environnement seek and destroy. Et on voit bien ici la variable temps, ici la variable prix, et on voit bien que le prix vient récupérer tous les stops les uns après les autres. Donc à un moment évidemment il va se déterminer. C'est très compliqué. C'est pas c'est pas une structure chartiste qui va permettre de projeter, contrairement à ce que certains font, une évolution du prix dans le sens haussier ou baissier. Mais par contre, ça indique bien un environnement très piégeux. Parce qu'on voit bien que même en termes si on applique les concepts de ICT, on voit que même les inefficiences ici, elles ne sont pas forcément respectées. Et que on se retrouve à l'intérieur de cette zone avec une accumulation de BPR, de Balance Price Range, qui échouent les uns après les autres. Donc ça pour moi, c'est le témoin d'un environnement seek and destroy. Donc c'est exactement l'inverse d'une compression. Là, c'est au contraire une expansion du prix, mais sans directionnalité. Donc, je dois avouer que c'est pas un environnement que j'affectionne particulièrement parce que c'est très compliqué dans ce type d'environnement d'avoir un biais. Alors, pour avoir un biais, il faut prendre un peu de recul. Voilà ce que ça nous donne ici en H1. Je reste malgré tout, à moyen terme sur ce dont j'ai parlé déjà dans les précédents market reviews, c'est-à-dire qu'on a effectivement des points d'intérêt qui sont assez évidents au nord. On a ici cette zone de relative equal high avec ici un presque parfait equal high sur le niveau de la TH du Nasdaq. Donc on va y aller. Ça, c'est pas le problème. C'est pas de savoir où est-ce qu'on va aller. Le problème, c'est de savoir quand, à quel moment. Et sous cette zone d'expansion du prix, qu'est-ce qu'on a? On a un paquet d'inefficiences. Alors certaines inefficiences qui sont assez proches, comme ici celle qu'on est venu retravailler, mais on en a également ici au niveau de ce breaker qui n'a toujours pas été retesté. On voit bien ici en H4, ce breaker n'a toujours pas été retesté. Et je serais vraiment étonné qu'il ne le soit pas. Et on a plus au sud également des zones qui n'ont pas été retestées et qui, si elles l'étaient, ne viendraient pas invalider la dynamique dans laquelle on est et qui reste un contexte ici de V-bottom.
Alors un V bottom reste rarement un V au bout d'un moment. Si on doit confirmer une dynamique haussière, il y a un moment où ce V devient un W. Et pour l'instant, même si on a ici eu un retest là d'une zone qu'on voit bien en daily, si je passe en 3 jours, ça c'est une variable temporelle que j'aime bien regarder de temps en temps, bah pour l'instant on voit qu'on est sur quelque chose qui s'apparente à un V-bottom. Donc la question c'est, est-ce que ATH et retest ou retest et ATH? Et là, bah, moi je suis pas Mamadou, je suis désolé, je ne prédis pas le prix, je ne fais pas revenir à l'être aimé, je ne répare pas les ordinateurs à distance, donc là il faut simplement observer ce que le prix a à nous dire, et là ce qu'on voit, c'est on voit des influx qui laissent derrière eux des inefficiences, et ces inefficiences, elles sont non seulement retestées, mais elles sont avalées, avec de part et d'autre des zones d'engagement. Hein. Alors, et là ici, on voit une zone d'engagement, elle est double, elle va déjà constituer une zone de stop pour ceux qui se sont placés vendeurs ici, et elle va également constituer pour ceux qui font notamment du SMC, un point vers lequel on va estimer que le prix a de fortes chances d'aller. Ce qui fait que ici, il y a, à mon avis, encore beaucoup d'acheteurs qui attendent que cette zone soit tag de façon plus franche, hein, que juste ce petit franchissement là de POI. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur les futurs, voilà, ce point n'a pas été franchi. Et si je vais voir sur les contrats mensuels, donc NQ actuellement c'est NQM25. Donc M, hein, ça correspond à la lettre du mois. Donc NQM, on va aller voir ce qui se passe. Voilà le contrat, donc NQM 2025. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette zone n'a pas été tag. Donc là, ici, on a bien eu le franchissement là d'un point d'intérêt qui correspond au plus bas donc au Monday Low. On a eu ici le comblement d'une inefficience avec un IO Fed. On voit que c'est vraiment une piqûre du marché. Le prix est venu juste retravailler très rapidement cette zone et après on a eu un rejet. Mais là maintenant, on va avoir cette zone à franchir. Donc là moi mon biais privilégié c'est que on va probablement travailler un petit peu cette zone et qu'on pourrait avoir ici une consolidation avec la création d'un range entre cette zone et du coup la zone qui va probablement nous ramener sur la TH. Donc ici et ici. Voilà où on en est. Donc c'est assez compliqué hein, de se positionner dans ce genre d'environnement. Alors concernant Bitcoin, c'est un peu différent, mais ce qu'on peut voir, c'est la différence qu'il y a entre des contrats sur Binance par exemple, où là on est bien venu prendre un nouvel ATH, et le CME, où on a une dynamique qui quand même ressemble beaucoup à la dynamique qu'on peut observer sur le Nasdaq. Alors on n'a pas cette structure en mégaphone, mais par contre on a bien ici une zone, un point d'intérêt avec un ATH qui n'a toujours pas été franchi sur le CME, et des zones d'inefficience ici, donc entre 98 000 et 101 400, mais également une zone ici qui à mon avis à un moment donné va être retestée, et ça fera pas du bien je pense, parce que là, si je pars de ce prix là, ça nous fait quand même du moins 20%. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, ça encore une fois je peux pas prédire l'avenir, mais quand je vois cette structure de volume ici, on voit qu'on a une sorte, on pourrait appeler ça une divergence, hein, c'est-à-dire qu'on a un prix qui monte et on a du volume qui ont tendance à diminuer ici. Ça me chauffe pas des masses en fait, hein, comme dynamique de prix. Et on se retrouve ici en tout cas en haut de range, donc je pense qu'il est raisonnable de s'attendre à un retest, à une réintégration de ce range pour travailler ce qui n'a pas été travaillé. À quel moment je sais pas, mais moi c'est ce à quoi je m'attends. Pour l'instant c'est mon biais privilégié. Si je regarde le dollar, il est en train toujours de travailler à l'intérieur de ce range qu'on avait identifié en début de trimestre, les 97 points et les 104 points. Et on voit que là, il est en train de travailler cette zone. Donc ici, on a tous les critères, à mon avis, pour qualifier un environnement particulièrement piégeux, même si bon, après le Nasdaq est très véloce, très nerveux. Donc de toute façon, le Nasdaq, il faut le considérer comme un indice qui a une action du prix qui est assez piégeuse. Ça, c'est un premier point. Mais malgré tout, pour ceux qui souhaitent appliquer les concepts qui sont enseignés dans le trône, qui sont ceux qui viennent de ICT, hein, de Michael J. Huddleston, le concept de liquidité, évidemment, va fonctionner, mais il faut vraiment faire attention, parce que ce qu'on peut observer, c'est quand même beaucoup d'inducement, c'est-à-dire beaucoup de signaux qui sont assez piégeux. Et il faut pas confondre les mentorats de ICT avec du chartisme. Et je sais que beaucoup ont tendance à transposer
ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, c'est-à-dire du chartisme, c'est-à-dire lorsque tu vois telle structure de prix, telle figure, bah, ça veut dire qu'il faut s'engager. Alors oui et non, il faut vraiment faire attention à ça parce que, alors déjà, les concepts d'ICT auront d'autant plus de poids qu'on va se retrouver avec un asset liquide. Donc bah, le Nasdaq, les indices américains évidemment, les paires Forex principales, Euro-USD, GBP-USD, le yen dans une certaine mesure. Le gold aussi fonctionne assez bien, répond assez bien à ces concepts-là. Mais beaucoup ont tendance à oublier que le principal apport de Michael J. Huddleston, c'est pas forcément la lecture du prix, ça l'est évidemment, mais c'est surtout la lecture du temps. Et ce sont des paramètres que je vois quand même assez peu décrits dans la plupart de ceux qui veulent transmettre ce genre de concept. J'en avais parlé là dans le salon VIP, dans le VIP Forex. Hein. Il y a évidemment des zones d'intervention qui sont liées aux liquidités, mais il y a également et surtout des variables temporelles qu'il va falloir respecter. C'est ce que j'explique ici, hein. Par exemple l'euro-USD, il a ses horaires de prédilection, et ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir observer, ce sont les moments d'expansion de ces assets. Par exemple, l'euro-USD va tendance à avoir la majorité de son expansion, certains disent 70%, c'est à peu près ça, hein, moi, de ce que j'ai observé, pendant la London. C'est-à-dire ça va correspondre au moment où les liquidités arrivent sur ces marchés-là. Il y a des choses qu'on peut observer aussi sur le gold. Et moi, ce que j'ai observé, je le traite beaucoup moins aujourd'hui, mais ça m'arrive encore de le faire. C'est essentiellement de mardi à jeudi, et on va avoir des shifts, on va avoir des moments où les concepts de liquidité vont particulièrement bien fonctionner. Et c'est pareil, évidemment, pour NQ, donc le Nasdaq, le SP500, où là, c'est essentiellement pendant la New York Hill Zone que ça va se passer, et ça sera souvent précédé par des mouvements particuliers qu'on appelle... Certains appellent le Judas Swing, mouvement d'inducement, c'est-à-dire que ce sont des mouvements trompeurs, ou ce sont des mouvements qui vont préparer une expansion. Et souvent, cette préparation, elle se fait entre 8h30 et 10h sur le Nasdaq. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas trader à ce moment-là, ça veut juste dire que il faut bien comprendre quel est le contexte dans lequel ce mouvement de prix est en train de se faire. Et ça, c'est un petit peu si c'était un spectacle, le Nasdaq, ce qui se passe entre 8h30 et 10h, c'est souvent la première partie. Donc ça, ce sont vraiment des critères, des paramètres temporels que je vous invite vraiment à étudier et à noter, un peu comme un chasseur, par exemple. Je suis pas fan de la chasse, hein, mais un chasseur, il va avoir tendance à noter et à connaître les moments de la journée où il va pouvoir observer tel déplacement de telle race d'animal, parce que voilà, il sait que à ce moment-là de la journée, il a plus de chances d'en rencontrer et du coup d'en chasser. Bon, là, ça va être un peu pareil pour les assets à risque. Et donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à privilégier ces fameuses fenêtres dont ICT a beaucoup parlé. Ce sont les fenêtres Silver Bullet. Donc, c'est essentiellement heure de New York. Hein. Sur la London, ça va être entre 3h et 4h. Sur la New York, ça va être entre 10h et 11h. Donc ça, c'est New York AM. Et ça, sur la New York PM, ça sera entre 14h et 15h. C'est sur ces fenêtres temporelles que vous allez pouvoir trader les fair value gap, les market structure shift, les changements de caractère, etc. suite à une prise de liquidité. Un petit peu les yeux fermés, en fait, j'ai envie de dire. Parce que c'est à ce moment-là qu'arrive l'essentiel des liquidités. Tout ce qui se passe avant prépare, et là, ça c'est un petit peu la conclusion de tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé avant 3h, avant 10h, avant 14h. Et le spectacle, il est vraiment dans ces fenêtres temporelles-là. Si vous voulez intervenir en dehors de ces fenêtres temporelles-là, ça va passer par l'étude de beaucoup de concepts, les New Day Opening Gap, les New Week Opening Gap, les concepts de liquidité comme les Immediate Rebalance, etc. Donc c'est bon, ça se fait, on peut très bien le faire, mais c'est beaucoup plus piégeux et ça demande une connaissance de l'action du prix qui est beaucoup plus pointue. Ces fenêtres temporelles-là demandent une connaissance de l'action du prix qui est quand même beaucoup plus superficielle, j'ai envie de dire, et sur lequel vous aurez probablement le plus de réussite. Et ce que Michael J. Huddleston recommande sur ces fenêtres temporelles-là, ça va être de fonctionner par handle, par poignée. Et ce qu'il recommande sur le SP500, c'est de trader sur la Silver Bullet, essentiellement celle de New York. On va prendre celle d'hier, on la voit ici. Ça va être d'identifier suite à une prise de liquidité. On en a eu une ici, on le voit bien. On a eu ici une prise de liquidité. Suite à cette prise de liquidité, on va avoir la formation d'un fair value gap. On le voit ici, je vais agrandir, il est très net. Donc, on va pouvoir ici envisager une position
short à l'entrée de ce fair value gap. Et ce que lui recommande, c'est 5 poignées, 5 handles sur le SP500. Donc ça va correspondre à 5 points. Donc ici, je suis entré à 5916. Ça va donc correspondre à 5911 à peu près. Voilà. Ça, c'est sur le SP500. Alors, on n'est pas, effectivement, là, ici, on n'est même pas sur un 2 pour 1, on n'est même pas sur un 1 pour 1. Mais par contre, lui, c'est ce qu'il dit à ICT, si vous faites ça tous les jours, après, c'est un peu du branding, hein, lui, il annonce, quittez votre job en 90 jours, parce que ça, tous les jours, vous aurez ce genre de mouvement. Et après, ce qu'il recommande, c'est d'essayer éventuellement d'agrandir un petit peu, progressivement, pour essayer d'aller choper des mouvements plus importants. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, et là, on n'avait aucun moyen de savoir où est-ce que le prix allait se retourner, mais en tout cas, sur cette fenêtre temporelle Silver Bullet, si vous visez 5 poignées, 5 handles, donc ça correspond à 5 points sur le SP500, et ça va correspondre sur le Nasdaq, ça va correspondre à 20 points, 5 handles. C'est ce qu'on a par exemple ici, sur la New York AM. On a bien eu ici une prise de liquidité, on attend la formation d'un fair value gap, on en a un ici, on se positionne à l'entrée, on place le stop en haut de la structure, au-dessus même du fair value gap, juste ici. Et donc on va viser 20 points. Là on est à 347. Ça va nous donc tout faire 327. Si je me place à 327. Et voilà. Alors c'est pas sexy, mais par contre, là, vous avez ici un modèle à très 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 haute probabilité. Donc lorsque vous vous retrouvez ici à trader un mouvement qui vous offre un taux de réussite qui tourne autour des 80, voire même 90%, si vous êtes très strict, évidemment, vous pouvez déjà vous autoriser du 1 pour 1, voire même moins que du 1 pour 1. Et si vous arrivez à reproduire ce genre de mouvement tous les jours, forcément, vous êtes sur un modèle qui est évidemment profitable et qui est efficient. Voilà, ici, on voit bien, cette FVG est retestée, et très rapidement, et souvent c'est le coup de quelques minutes, vous prenez vos profits. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans le genre de modèle que on peut partager parfois avec Tonton, que vous voyez ici dans nos revues de marché. Mais bon, déjà, parce que on a un peu d'expérience pour se permettre d'engager ce genre de position, et aussi parce qu'on va pas non plus avoir forcément le même taux de réussite que ce genre de modèle. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous encourage à faire, c'est ouvrir un compte démo. C'est très simple à faire sur TradingView. Vous vous mettez sur une charte comme US NAS 100 USD. Là, c'est sur Oanda parce que l'action du prix est particulièrement propre sur ce CFD-là. Et testez ça pendant, un mois. Ouvrez un compte démo et regardez ce que ça peut donner si vous engagez ici un risque de 1R. Et regardez avec quoi vous allez vous retrouver à la fin du mois. Et vous verrez que vous ne serez pas forcément moins profitable que quelqu'un qui prend beaucoup plus de risques, qui a des targets beaucoup plus ambitieuses, mais qui a un win rate qui sera quand même beaucoup plus bas. Voilà, donc regardez, allez sur la chaîne de ICT, regardez le modèle Silver Bullet. En gros, voilà en quoi ça consiste. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne donne pas forcément de biais pour la journée, parce que bon, déjà, vous n'en avez pas forcément besoin. Moi, je pense que là, l'environnement dans lequel on se trouve, moi, ça me paraît risqué d'aller essayer de faire quoi que ce soit en dehors de ces fenêtres temporelles-là. Sauf si, bien sûr, vous avez plus d'expérience, mais privilégiez vraiment, pour l'instant, ces fenêtres temporelles Silver Bullet. Donc 3h, 4h, 10h, 11h et 14h, 15h. Il y a d'autres modèles qui fonctionnent assez bien, comme le LHT. Donc le LHT, c'est le Last Hour Trading. Mais bon, ça c'est autre chose, et vous trouverez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui décrit un petit peu ce modèle. Voilà. Faites attention à vous, évidemment ne vous laissez pas avoir par l'euphorie ambiante, parce que le marché a tendance à tourner très vite dans l'euphorie. Moi je pense que c'est dans un premier temps le moment certainement de prendre des profits, de songer à prendre des profits. Je pense pas que ça soit un moment opportun là pour engager des grosses positions avec du gros levier, parce que de mon point de vue ça n'est qu'une question de temps avant que le marché vienne récupérer son dû. En ce qui me concerne, moi je continue évidemment à monitorer les algorithmes qu'on propose dans le trône, donc les bots LIM, les bots SPT qui fonctionnent toujours très bien. Dans les principaux sujets que je vais aborder, on regardera ensemble la prise en main du broker PrimeXBT, c'est prévu. Un tutoriel, il y en aura même peut-être plusieurs tutoriels sur cette prise en main de ce broker qui est quand même assez particulier. Et puis aussi par rapport à GoCrypto, j'ai reçu pas mal de messages qui me demandent
d'expliquer un petit peu comment on peut prendre en main cet outil. Donc vous avez la chaîne YouTube de Good Crypto qui est quand même bien foutue, il y a quand même pas mal de tutoriels, mais j'essaierai de prendre le temps de regarder ça avec vous. Allez, bonne journée.